Alors, je reviens une fois de plus sur la question de l'épistémologie des sciences historiques. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je ne m'en lasse pas. À savoir, est-ce que l'on peut explorer le passé, un passé qui ne nous est pas parvenu, ou du moins qui n'est pas parvenu sous la forme qui était la sienne à l'époque, en se basant sur ce qu'on peut observer au présent. Est-ce que le présent nous permet d'éclairer le passé? Un présent qui est quand même beaucoup plus facile à décrire que le passé. Parce que le passé, ça peut être des légendes, ça peut être des chronologies douteuses, et ça peut être aussi tout simplement des choses qui ne sont même pas rapportées, ou rappelées, mémorisées. Et en fin de compte, là on est dans un débat intéressant, à savoir, c'est le débat sur surconscience et subconscience. La surconscience, c'est tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été conservé, retrouvé à travers les siècles. Et la subconscience, c'est les vérités, les réalités qui se sont perpétuées dans notre héritage génétique, en quelque sorte, par-delà tout ce que nous pourrions manipuler par nous-mêmes. Et ça, c'est une épistémologie tout à fait différente. Je ne peux pas me fier à un discours surconscient. Je dois me fier à des choses qui sont observables et qui se sont perpétuées, qui sont pérennisées, non pas au niveau conscient, mais au niveau subconscient. Par exemple, l'astrologie, si j'analyse correctement le fonctionnement actuel de l'astrologie tel que je décris dans l'astrologie heilbronnienne, une fois qu'on a fait cela, il faut se demander comment elle est apparue, cette astrologie. Comment elle s'est instaurée, comment le lien entre les humains et les astres a pu s'instaurer. Si vous me dites, ah oui, mais on n'en a pas la trace. Bien sûr qu'aussi on en a la trace, puisqu'on l'a aujourd'hui. Donc il y a des gens qui font passer la surconscience avant la subconscience, qui font passer le discours avant la réalité qu'on peut observer. Et ça, c'est insupportable. Qui veulent limiter notre connaissance de l'histoire à ce qui en a été conservé dans les tablettes, dans les textes, etc. Alors que nous avons devant nous des choses qui existent, qu'on peut observer, qu'on peut analyser. On ne va quand même pas ignorer ce qu'on observe au prétexte que ça n'a pas été signalé dans le passé. Alors, généralement, c'est toujours plus ou moins signalé. Par exemple, dans le cas de l'astrologie, si j'observe l'astrologie aujourd'hui, dans le passé, il y a des traces qui ont été conservées, et même c'est énorme, des traces d'une certaine astrologie. Donc, de toute façon, même si on ne peut pas remonter à telle et telle forme d'astrologie telle qu'on l'a décrit aujourd'hui, l'astrologie, elle est suffisamment documentée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des milliers d'ouvrages à travers les siècles sur l'astrologie. Donc c'est un exemple. Bon. Prenons le cas des Juifs. Ben, les Juifs, on peut les voir aujourd'hui, on peut le voir au XXe siècle, on peut voir ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé à la Shoah, ça on peut le voir. Maintenant, d'où ils viennent ces Juifs, comment ils sont apparus, alors là, on va regarder, on va trouver des textes, effectivement, sur ces Juifs d'aujourd'hui, qui eux-mêmes se réfèrent à ces textes, on va trouver des textes. Est-ce que ces textes nous permettent de comprendre ce que sont les Juifs aujourd'hui et quel est leur rôle aujourd'hui? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il y a des textes. Donc, voyez-vous, ces textes nous montrent bien qu'il y a quelque chose, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces textes, il faut les prendre à la lettre, comme pour l'astrologie. Il peut y avoir des formes corrompues de ces textes, des formes lacunaires de ces textes, mais ça n'est pas grave, puisque nous avons un point de départ qui est connu. Il y a des Juifs aujourd'hui au XXIe siècle. Et il y a une astrologie aujourd'hui qu'on peut observer, notamment par les statistiques de Michel Gauquelin, de 1955,
voilà, etc., etc. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Le présent pérennise nécessairement, d'un point de vue subconscient, le passé. Que, cerise sur le gâteau, on trouve des éléments, des archives, des mémoires de ce qu'on observe aujourd'hui, pourquoi pas? Mais il ne faut pas croire que ces mémoires, ces archives, soient exhaustives, soient complets, soient valables. Mais ils nous montrent bien qu'il s'est passé quelque chose dans le passé, et que ce passé, ça montre bien que le présent a laissé sa trace dans le passé, même au niveau des archives, et même si elles sont incomplètes, insuffisantes, il y a quelque chose qui a existé. L'astrologie, c'est pas d'hier, les juifs, c'est pas d'hier, etc., etc. Même si on n'avait pas ces traces-là, ça ne changerait pas grand-chose au problème. D'un point de vue purement scientifique, on observe des choses aujourd'hui, et il faut bien que ces choses aient une origine. Maintenant, cette origine, on peut la connaître ou on peut ne pas la connaître, et à la limite, ça n'a pas une énorme importance. Étudier le rôle des Juifs dans la société actuelle, c'est un constat. Maintenant, relier cela à l'Ancien Testament, pourquoi pas? Puisqu'il y a des choses qui reviennent, bon, pourquoi pas? Mais expliquer le phénomène actuel de l'astrologie ou le phénomène actuel des Juifs par des documents qui nous sont parvenus, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Hein, beaucoup de précautions. Et donc finalement, c'est l'idée, cette épistémologie de l'histoire. Je ne sais pas si Marc Bloch serait d'accord avec moi. Il disait qu'effectivement, il faut ancrer l'histoire sur des choses qu'on peut observer, sur la démographie, etc., sur la météorologie. Donc, je suis assez d'accord sur la nouvelle histoire. Marc Bloch était lui-même juif. À savoir que nous devons observer le monde actuel, l'anthropologie actuelle, et à partir de là, pouvons nous projeter vers le passé, non pas pour en dépendre, mais pour le reconstituer dans une sorte d'archéologie du savoir, un peu comme Cuvier reconstituer des squelettes, mais en sachant qu'il y a des éléments qui manquent, mais que, pourquoi Cuvier reconstituait le squelette d'un dinosaure ou je sais quoi? Parce qu'on sait très bien comment fonctionnent les animaux. Et les animaux, ben, ils ont un mode de fonctionnement qui n'a pas fondamentalement changé. Donc quand on connaît l'anatomie d'aujourd'hui, des espèces qu'on connaît aujourd'hui, on peut spéculer sur l'anatomie des espèces préhistoriques. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont toujours valables, qui sont récurrentes. Hein, de la même façon que, jusqu'à preuve du contraire, si quelqu'un fait des enfants aujourd'hui, on peut penser qu'autrefois, on faisait les enfants à peu près de la même manière. Même si ça n'est pas toujours indiqué, ou même si on nous raconte des trucs du genre des naissances miraculeuses, etc. Bon. De même que si on sait qu'aujourd'hui, la capacité de prophétiser reste quand même assez particulière, hein, et même assez contestée parfois, on peut quand même considérer que lorsqu'on nous parle d'une prophétie dans le passé, cette prophétie, elle est peut-être une invention, elle est peut-être une création comme ça de l'imaginaire. Il faut constamment faire une dialectique, un aller-retour entre ce que nous savons aujourd'hui du monde, des sociétés humaines, de l'organisme social, mais aussi l'organisme physique, pour nous reporter sur des périodes antérieures en considérant que globalement, ces périodes antérieures ne sauraient être en contradiction avec ce que nous savons aujourd'hui. Est-ce que, pas nous savons, ce que nous observons aujourd'hui. Il faut étudier le passé au prisme de ce que nous observons aujourd'hui. Et non pas étudier ce que nous savons aujourd'hui au prisme du passé. Ou alors avec beaucoup de précautions méthodologiques.